Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va, une fois n'est pas coutume, montrer une partie d'ordinateur. Alors il faut savoir que c'était la super finale, la 9e saison d'un site qui s'appelle TCEC, une organisation qui organise un championnat du monde avec un cycle, avec tous les modules qui peuvent jouer et qui calculent aussi des classements pour les modules. Donc comme vous voyez à l'écran en haut, la finale ça mettait aux prises Houdini 5 qui était classé à 3182 Elo, à Stockfish 8 qui était classé à 3228. Voilà, alors évidemment le classement Elo étant relatif, pour que ça ait la même valeur que les classements Elo des grands maîtres qu'on connaît, Carlsen, Kramnik, Caruana, etc. Il faudrait que les ordinateurs affrontent les grands maîtres, mais comme vous le savez, ça ne se fait presque plus, et donc on ne peut pas calculer vraiment le classement Elo de la même façon. Bon, c'est une évaluation, c'est assez technique, hein, je ne sais pas exactement comment il le calcule. D'ailleurs, je ne suis pas du tout un spécialiste des modules. J'ai quelques notions. Voilà, et on va parler de cette finale qui a été jouée. C'est marrant parce qu'elle a commencé le même jour que Carlsen Karakin, championnat du monde des êtres humains, le 11 novembre. Et ils ont fini hier, le 5 décembre. Ils ont joué en 100 rondes. Donc évidemment, c'est dans des ordinateurs, donc ils ne se fatiguent pas. Donc ils ont joué sur un rythme d'à peu près 4 parties par jour. Voilà, alors on sait que bien sûr, championnat du monde, Carlsen Karakin, c'était une partie par jour maximum, et avec des jours de repos. Les ordinateurs n'ont pas besoin de jours de repos, donc ils se sont fait voilà, 100 parties en à peu près 25 jours, donc une moyenne à peu près 4 parties par jour. Et leur cadence c'était 3 heures plus 15 secondes par coup. Voilà. Donc, alors, on pourrait se dire, hein, le jeu des ordinateurs, c'est un peu bizarre, ça ressemble pas au jeu des humains. Il y a un côté véridique, effectivement. Ils vont rentrer dans des variantes, parfois, dans lesquelles les grands maîtres ne seraient jamais rentrés, pour différentes raisons. Et puis, bien sûr, il y a des différences aussi de niveau. C'est difficile d'atteindre, enfin de comprendre. Déjà qu'on a du mal souvent à comprendre les parties des super grands maîtres. Alors là, plus de 3000 Elo, ça va loin. Mais d'un autre côté, eh bien, ça ressemble quand même énormément à des parties de GM par certains côtés. Déjà en termes de bibliothèque d'ouverture, eh bien, ils prennent des bibliothèques assez standards, assez classiques, avec des ouvertures qu'on retrouve tout à fait dans les tournois de grands maîtres. Et puis, bah, dans le milieu de jeu, bah, ça reste une partie d'échecs, hein, donc c'est assez passionnant d'étudier ces parties. Et d'ailleurs, maintenant, c'est très paradoxal et amusant que c'est plutôt... Au départ, c'était les ordinateurs qui prenaient exemple sur les grands maîtres, quand ils n'étaient pas encore assez forts. Et puis maintenant, bah, c'est le contraire. Et sans doute qu'il y a des grands maîtres qui sont déjà en train de regarder les parties de ce championnat du monde des modules pour s'inspirer, pour trouver parfois des nouvelles idées, des façons de jouer. Voilà. Et on va regarder la 100e ronde, la dernière partie. Alors, dernière petite précision. Ils jouaient la même ouverture avec les blancs et avec les noirs, en fait, pour que ça soit équitable en quelque sorte. Il se faisait des blocs de 2 parties sur la même ouverture en fait, et puis sur, ça dépend, 10, 12, 15 coups de théorie. Encore une fois, je suis pas spécialiste des conditions du match, mais voilà, ils jouaient la même chose. Et donc on verra à l'intérieur de cette partie la ronde précédente, la 99e, où ils ont joué la même ouverture. Allez, sans plus tarder, on va se lancer, et c'était une Sicilienne Najdorf, donc qui se rencontre après le 5e coup des Noirs,
qui est A6. Voilà. Donc c'est ça la nage d'or, c'est la sicilienne la plus populaire, c'est aussi sans doute celle qui a été la plus étudiée. Elle a été jouée pendant très longtemps par Kasparov, c'était son arme principale, avec les noirs contre 4, et puis par Bobby Fischer, et évidemment maintenant la plupart finalement des grands maîtres l'ont déjà essayé, et on sait par exemple que c'est aussi l'arme favorite de notre numéro 1 français, Maxime Vachier-Lagrave. Alors, Houdini avait les blancs dans cette centième ronde, et il a joué H3. Alors c'est amusant là aussi, puisque c'est le coup qu'on rencontre beaucoup ces temps-ci, qui est très à la mode chez les super grands maîtres. Donc pour l'instant, on pourrait avoir l'impression de voir une partie, par exemple, Caruana Vachier-Lagrave. Il y a eu E6, alors il y a différentes façons de jouer ici contre H3, E5 en mode pur nage d'or, c'est-à-dire on pousse le pion E5, et le cavalier qui peut aller sur B3, mais qui aime bien venir dans cette vente sur E2, pour après, si on joue par exemple G4, cavalier G3, essayer de venir sur F5, ça peut être un des plans, et d'ailleurs c'est pas très agréable pour les noirs forcément de voir G4 arriver, donc un des coups principaux ici, le coup principal d'ailleurs, c'est H5 qui empêche ça. Et les blancs peuvent en profiter pour venir avec le fou sur G5 sans se faire embêter par le pion et éliminer le cavalier pour venir jouer sur la case D5. Voilà, un peu comme dans une sicilienne Sveshnikov. Mais dans cette partie, il y a eu E6. Donc on retombe dans des schémas de chef dingue, hein, avec ce qu'on appelle aussi le petit centre. G4 quand même. Fou E7, ok, donc contre une attaque à l'aile, on connaît l'adage, d'habitude il faut essayer de réagir au centre, et un coup théorique ici pour les noirs c'est D5, voilà, qui réagit immédiatement au centre. Après G4, Fou E7 a été joué, G5, donc les blancs se montrent assez agressifs, cavalier repart en D7, Fou E3, B5 pour venir poster le fou en B7, A3 pour éviter ce coup B4 qui pourrait déstabiliser le cavalier et donc la défense du pion. E4, fou B7, dame D2. Voilà, et il s'arrêtait ici pour les deux parties qu'ils ont joué, la 99e et la 100e. À partir de cette position-là, ils étaient hors bibliothèque. Alors pareil, je ne sais pas exactement le détail, peut-être qu'il y a un des deux module qui était encore un peu dans sa bibliothèque pour quelques coups, mais voilà, c'est vrai que c'est un peu la fin de la théorie. Il y a une dizaine seulement, j'ai trouvé seulement une dizaine de parties dans la base de données des joueurs humains, parce qu'il existe aussi des bases de données de parties d'ordinateur, et il y a eu cavalier B6 dans les deux parties de module là. Alors il y a eu aussi la moitié du temps le coup cavalier C6 joué ici, et notamment dans une très jolie partie qui a été jouée cette année au top 12 à Drancy. C'est Nicolas Brunner qui avait les noirs contre Alexandre Vuillemier. Ça s'est continué, je vais montrer juste un peu ce qui s'est passé. Il y a eu grand roc tour C8, cavalier prend, tour prend, F4, petit roc, tour G1. Donc bien sûr maintenant on a une position de roc opposé, donc les deux joueurs veulent attaquer sur le roc adverse. Dame A5, roi B1, coup vraiment classique après avoir fait le grand roc. Et ici, Nicolas Brunner a sacrifié la qualité, un sacrifice positionnel pour prendre le pion du centre avec le fou en échange. Il y a eu dame prend C3, dame prend C3, B prend C3, fou prend E4. Une position très intéressante. Les noirs ont un pion pour la qualité, ils ont une meilleure structure. Et donc je vous invite à aller voir la fin de cette partie qui s'est jouée en 46 coups et qui a été brillamment remportée par les noirs. Revenons à la partie, donc il y a eu cavalier B6, donc avec des idées parfois de cavalier A4, parfois cavalier C4, et puis aussi laisser passer l'autre cavalier en D7 pour qu'il vienne chercher les cases intéressantes en C5 et E5. Grand roc joué par les blancs, cavalier 8 D7, H4, tour C8, un coup très naturel de sicilienne, la tour sur la colonne semi-ouverte, en plus ici en face du roi, et comme on l'avait vu dans la partie précédente,
d'éventuels sacrifices de qualité en C3, bien sûr, un thème extrêmement connu. Roi B1. Alors ici, c'est une position assez importante, en fait, après tour C8, puisque il y a eu au moins 2 parties notables. Donc, l'une d'entre elles, c'était tout simplement la ronde précédente entre Stockfish, qui tenait alors les blancs, contre Houdini. Il avait joué H5. Et j'ai trouvé une autre partie d'humain. C'est Eric Hansen. Eric Hansen, joueur grand maître canadien, numéro 1 canadien, si je ne m'abuse, qui a joué aux Olympiades contre Gigalco. Et il avait joué tour H3. Coup très intéressant pour essayer d'activer la tour et des fois défendre sur la 3e rangée. Parfois ça peut empêcher des sacrifices de qualité en C3. La partie s'est continuée dame C7, on peut la montrer rapidement. H5, C4, fou prend, dame prend, tour DH1, B4 prise, dame prend, G6, H6, c'est le bloqué, GF, roi prend, tour F3 échec, fou F6, ok, tour G1, cavalier E5, la tour est un peu embêtée et on va devoir la sacrifier, notamment parce que le coup C4 arrive sur nous avec menace de la dame et menace de dame prend B2. Donc il y a eu dame E2, cavalier prend, tour, dame prend, roi E7, cavalier E2. Ok, les noirs avaient l'avantage ici. Le sacrifice des blancs de qualité n'était pas très impressionnant. Menace en E6, après tour H8, dame G4, roi D7 défend, roi B1. Et les noirs se sont trompés ici. Vous avez une position assez solide, même si bien sûr avec le roi au centre, il peut encore se passer des choses. La tour peut peut-être revenir à un moment donné en D1. Déclencher des attaques, mais bon, après tour B8, les noirs aussi peuvent mener des attaques sur le roi et c'était l'avantage, net avantage pour les noirs. Le joueur qui avait les noirs, Gigalco, s'est trompé, le jeu roi C7 et il s'est pris E5, mauvaise surprise puisque ça dégage la 4e rangée et donc sa menace cavalier prend E6 échec, gagne la dame et du coup il va perdre tout simplement le fou, c'est pas de chance, il a joué roi D7 puis on prend G prend, je vais juste montrer la fin parce que c'était assez joli, il y a eu dame échec, tour E7, dame prend pion, F6, fou D5 pour solidifier, cavalier F4, ramène des pièces à l'attaque, et après tour B8, menace mat en B2, Eric Hansen a trouvé comment conclure cette partie avec dame prend tour, échec, roi prend, cavalier prend fou, échec, abandon, puisqu'il y a sur pion prend, il y aurait une nouvelle fourchette royale, et on resterait avec une pièce de plus, en plus on va prendre le pion H6. Voilà, donc partie remportée par les blancs, alors que les noirs avaient l'avantage. On sait que ça peut largement arriver dans ces positions complexes. Et donc il y avait eu tour H3. Dans cette partie que l'on va étudier juste après, il y a eu roi B1, coup très naturel. Et on va quand même regarder la partie qui a eu lieu juste avant, la ronde précédente, la 99e. Il y a eu H5. Et la partie n'a pas été très longue. Il y a eu cavalier E5. Donc menace de venir avec un cavalier en C4, puisqu'on a maintenant les deux cavaliers, donc même s'il fait fou prend, on va arriver avec un cavalier en C4, ce qui va être extrêmement fort si on arrive à échanger un cavalier contre le fou E3, toujours assez important dans ces siciliennes. Donc dame E1 empêche ça, dame C7, tour G1, cavalier EC4, G6, donc ça fait un peu penser à la partie précédente de Eric Hansen, HG, HG, fou F6, E5, alors là un coup purement, donc maintenant bien sûr c'est assez impressionnant le jeu des ordinateurs, hein, je me rappellerai de la citation de Vlad Kachev qui disait lors d'une interview que les ordinateurs c'était la vérité, et il utilise aussi des fois l'expression que c'est les dieux, il montre comment jouer, il montre la vérité. Et autant parfois il y a des séquences qui sont typiques d'ordinateur qui nous paraissent un peu arides ou voilà hors de portée, autant des fois il y a des très beaux sacrifices positionnels qu'on peut aussi comprendre, même si ça reste impressionnant. Donc ici en fait les blancs ils vont tout simplement donner leur pion pour ouvrir la colonne E sur le roi noir au centre qui peut évidemment difficilement s'abriter dans un roc
qui est complètement déjà détruit avec la colonnage qui serait ouverte. Et donc on va ouvrir les lignes avec sacrifice de pions. Pourquoi aussi c'est impressionnant? Parce que pendant beaucoup d'années, au début des ordinateurs d'échecs, les ordinateurs étaient extrêmement matérialistes et ils ne voulaient pas donner du matériel. Et maintenant, avec le niveau qu'ils ont atteint, en fait, on rencontre tout un tas de sacrifices positionnels, parfois sur la durée, pas à récupérer le matériel quelques coups plus tard. On va le voir aussi dans la partie avec Roi B1, mais dans cette partie avec H5, E5, un coup vraiment très classe. Fou prend F4, on gagne un tempo, Fou repart, G prend F7 échec, Dame prend, Fou D3, menace tout simplement de gagner la Dame par Fou G6. Et s'il y avait eu le pion E4 par exemple, on n'aurait pas eu cette diagonale ouverte. Donc ça a ouvert la colonne, mais ça a ouvert aussi cette diagonale par exemple. Dame E7 pour ne pas perdre la Dame, Fou F2, donc voilà, on voit la colonne E ici puisqu'on menace le pion en E6. Il y a eu cavalier D5. Les noirs contre-attaquent en fait. Et après cavalier prend E6, ça s'est emballé puisqu'il y a eu cavalier prend B2, boum, sacrifice sur le roc et tout d'un coup ça réveille des actions assez puissantes des pièces noires sur le cavalier C3 qui n'est protégé plus que par la dame. Donc bien sûr on peut pas faire roi prend puisqu'il y aurait fou prend C3, échec, fourchette royale. Donc dans la partie il a fait cavalier prend D5. Fou prend D5. Maintenant, le cavalier est protégé. Fou G6 échec. Il a failli y avoir échec et mat. Roi D7. Et tour prend D5. Alors, à noter que les blancs viennent de gagner une pièce. Et il y a le cavalier E6 qui est en prise. Mais on pourrait croire qu'après dame prend E6, ce serait pas jouable à cause de fou F5. Gagne une dame. Et en fait, il l'a fait quand même. Pourquoi? Parce qu'après fou F5, qui n'a pas été joué, il y aura eu dame prend F5, jolie tactique, et dévie la tour de la case D3 pour pouvoir placer cavalier D3 échec. Fourchette royale qui utilise le clouage du pion C2. Donc on prendrait en E1 et en plus on serait complètement gagnant après, malgré seulement un pion de plus, mais il y a des problèmes avec le pion C2 ici après tour H2, ou alors on a obligé de jouer un coup très très moche comme tour F1. Et on peut être assez embêté aussi par le coup tour C3 avec l'idée tour prend A3, tour A1 mat, et c'est pas si facile pour le roi de défendre lui-même le pion A3. Donc des gros problèmes ici, net avantage pour les noirs. Donc pas joué dans la partie, dame D2 joué dans la partie, et puis ça s'est achevé par une répétition de coups. Après cavalier C4 attaque la dame, dame D3, cavalier B2 attaque la dame doit rester au contact de la tour, et donc ça c'est fini comme ça. Notez que si les noirs voulaient jouer pour le gain, par exemple avec un coup ici comme fou C3, eh bien il y aurait un retour de flamme, il y aurait tour prend D6 échec, dame prend, et maintenant ça va être la question, est-ce que le roi va pouvoir rester au contact de la dame? Et la réponse va être non, après fou F5 échec, roi E7, tour E1 échec, ça gagne la dame. Alors bien sûr il pourrait aussi tenter de partir sur la colonne C, mais dans ce cas le fou serait sans protection, dame prend C3 échec. Fourchette en plus, donc si on prend le cavalier on aura tout simplement une paire de fous assez monstrueuse contre une tour, donc on va gagner, donc le cavalier revient et on joue tour G6, hop on gagne la dame cette fois, voilà, on utilise encore une ligne ouverte. Et bien sûr il fallait prévoir qu'après tour H1 échec, comme notre roi n'a pas de case de sortie, on pouvait sobrement intercaler le fou et gagner la partie. Voilà, donc les noirs n'ont pas pu dévier et les blancs non plus, donc ça s'est fini par cette répétition en 32 coups. Alors de manière assez amusante, pardon, quand il y avait certaines parties qui se finissaient un peu plus vite, et ben je crois qu'ils ont joué jusqu'à 5 rondes par jour, voilà, malgré la cadence de 3 heures par ordinateur, mais bon cette partie là, jouer en 32 coups, c'est peut-être fini en 2 heures, 2 heures ou 3 heures, donc ils se sont dit peut-être on peut faire une ronde supplémentaire. Il y a certaines journées où ils ont fait 5 rondes, évidemment, aucune fatigue pour les ordinateurs, et je pense même pas que je sais pas si les programmeurs restaient 100% du temps à regarder, peut-être ça tourne tout seul et le lendemain on revient voir les résultats des parties. Voilà, ok, il doit y avoir peut-être un arbitre qui reste à surveiller et il se relaye, j'imagine. Voilà. Ok, tour C8, 3B1.
Donc maintenant, après avoir vu ces différentes parties annexes connectées par cette théorie de la Najdorf avec H3, on va finalement se plonger dans cette partie en roi B1. Petit roc. Alors à noter, je n'en ai pas encore parlé pour l'instant sur le score. Donc il y avait 17 victoires pour Stockfish contre 7 victoire pour Houdini à ce stade avant la dernière ronde, accompagné de 75 parties nulles. Pour compléter cette parenthèse, on peut citer le résultat de l'année dernière. En 2015, le championnat du monde opposait Komodo à Stockfish. Et Komodo l'avait emporté. Un match qui a eu énormément de parties nulles, puisqu'il y en avait eu 89 sur 100. Et il y avait eu 9 victoire pour Komodo contre seulement 2 pour Stockfish. Donc Komodo était le champion et cette année il est passé à la trappe dans les qualifications pour la finale apparemment, et c'est Houdini et Stockfish qui se sont affrontés dans cette finale. Ok, alors H5, donc maintenant que les noirs viennent de roquer, oui, donc les petits rocs qui toujours un peu discutable, hein, si on voit déjà des pions aussi avancés qui sont en train d'arriver sur notre roc, on peut aussi être tenté, pourquoi pas, de jouer un coup comme Dame C7, mais tout à l'heure on a vu, hein, dans la partie aussi de Vuillemier Brunner, qu'après F4, c'était comme ça, les noirs ont également fait un petit roc, pourtant les pions sont également assez avancés, donc c'est qu'on a quand même des ressources défensives tout à fait correctes. Côté noir, alors il y a eu petit roc dans notre partie, H5, voilà, donc les blancs sont déjà en train d'arriver au contact direct du roc avec le coup, la menace G6, cavalier E5, donc surveille G6 et, comme tout à l'heure, permet un cavalier C4 pour venir essayer de prendre le fou de case noire. Dame E1, comme tout à l'heure, empêche, cavalier E en C4. Ok, en fait, il y a déjà, par exemple, on peut montrer une variante assez spectaculaire. Il y en a souvent un paquet dans ces parties d'ordinateur. Déjà que quand on analyse nos propres parties avec le module, parfois, ils nous sortent des variantes incroyables. Et alors, quand ils jouent entre deux modules, ça peut être encore plus le cas. Et par exemple, sur fou prend G5, on pourrait croire, à première vue, que c'est juste une erreur, parce qu'il y aurait F4 fourchette. Mais on serait assez loin de la vérité, en fait. Et la vérité, c'est que ça continuerait avec un sacrifice de qualité des noirs en C3, classique. Et ici, deux possibilités, dame prend ou pion prend. Sur dame prend, il y aurait fou prend E4, attaque la tour. Et après tour G1, on pourrait croire que la fourchette va faire la décision, mais non, cavalier D5, attaque la dame. Et après, dame s'en va quelque part pour protéger le fou. Fou H6 tout simplement, et maintenant il y a le fou E3 qui serait en prise en cas de pion prend. Il y aura même en plus une fourchette sur la dame et la tour, et donc ici ça veut dire que les noirs auraient sacrifié la qualité, mais ils ont déjà 2 pions pour la qualité, donc ce serait plutôt pas mal pour les noirs. Et après B prend C3, ce serait différent, il y aurait fou H6. On pourrait se dire, bon ben, je vais prendre juste la pièce. Mais c'est là qu'on va avoir la pointe de tour prend C3. Après, fou prend E3, dame prend E3, pion prend E5. Et il n'y a plus le cavalier pour défendre la tour. Du coup, c'est cloué verticalement. Et les noirs sont en train de reprendre une pièce. Alors, ils jouent pour l'instant avec une tour de moins. Hein. Ils sont en train de, ils vont se retrouver avec une qualité comme tout à l'heure. Et avec un roi affaibli. Alors, il y a quand même du jeu ici. Il y a tour G1. ED, dame H6. Et en fait, c'est pas possible de faire ED pour les noirs parce que pour dame H6, l'attaque est mortelle. On peut montrer par exemple une fin de partie qui pourrait arriver. Tour prend, pion prend. Bon, si le roi s'enlève, ça va tout simplement faire un mat comme ceci. Donc H prend, dame prend, H8. Ok, on peut être tenté de faire un coup de fou pour faire tour H1 mat, mais en fait, ce serait une erreur parce qu'après fou prend B5, il y aurait dame H4 empêche. Tour H1, et soudain, c'est pas si clair. Mais ici, on peut jouer dame H6 échec. Roi G8, fou H3. Menace fou prend E6 et tour G1. Et ça va faire la différence. Voilà, donc par exemple, dame F6, fou prend E6, rayon X. On est protégé à travers. Et après, tour F7, on fait tour G1. Obligé de mettre la dame. Et dame prend échec et mat. Voilà, un exemple de ce qui aurait pu se produire sur fou prend G5.
Cavalier EC4 a été joué par Stockfish. Donc, pareil, pour s'emparer du fou. Et il y a eu fou C1. Alors, on aurait pu être tenté aussi de jouer G6, ça aurait été assez naturel. Tant pis pour le fou. Parce que quand même, en échange, on est en train d'arriver sur ce roc et d'affaiblir le pion E6. On peut aussi renforcer la pression, pourquoi pas, avec un fou H3 à un moment donné. Il faut juste surveiller cavalier C4. Mais voilà, il y a clairement du jeu. Ici, si les noirs ne bougent pas, on va peut-être enchaîner H6 pour ouvrir totalement le roc. Donc c'est intéressant. C'était candidat, mais il n'a pas voulu faire ça. Il a joué fou C1, Houdini. Ce qui fait que c'est assez rigolo, puisque maintenant les deux fous sont sur leur case départ. Ils peuvent être assez efficaces. Ils gênent pas vraiment leur pièce ici, hein, puisque la tour H1, elle fait déjà des actions évidemment sur H ou éventuellement sur G. Et puis l'autre tour est déjà sortie, donc les fous ne gênent pas. Notez le fou C1 qui peut avoir un rôle à la fois défensif et offensif. Et ça sacrifie un pion. On retrouve cette idée de sacrifice positionnel puisque le pion G5 est en prise et les noirs l'ont pris d'ailleurs. Fou prend G5. Donc ça évite notamment que G6 arrive sur nous. Mais évidemment, après F4, fou H6 qui empêche le coup H6. Donc fou F6 c'était possible aussi. H6, G6, ça continue. Bon, c'est une position assez équilibrée. C'était jouable. Il y a eu fou H6 pour stopper le pion. B3 repousse le cavalier. Et donc on voit pourquoi le fou est en C1 aussi. Le cavalier n'a plus tellement de cases. Il doit repartir sur le bord. Et après tour G1, on commence à comprendre en fait que les blancs vont avoir des compensations pour longtemps. En particulier avec cette colonne G semi-ouverte sur le roi noir. Bon, alors un coup typique d'humain ici avec les noirs, ce serait, je pense, d'enlever le roi de la colonne, hein, pour pas que le pion G soit cloué dans certaines variantes. Mais l'ordinateur n'en fait qu'à sa tête et il a préféré ramener son cavalier à 5 là, donc il ne trouvait pas trop l'utilité en C6 pour échanger le cavalier central des blancs. Part d'un bon sentiment. Cavalier prend, fou prend. Ok, peut-être qu'ici il aura dû tenter tour prend. Et après dame G3, enlever son roi. Ça avait l'air assez solide quand même. Mais il a fait fou prend. Fou H3. Donc le fou s'active, ça y est, 22e coup. Le fou rentre dans l'action. Fou B7. Et dame G3. Et en fait, soudain, donc l'avantage d'avoir ce fou, c'est aussi que les tours sont reliés. Et soudain, ça menace. En fait, on n'a pas l'impression que ça menace grand chose. Bon, déjà, il faut garder un œil sur le cavalier. Et en fait, ça menace F5 qui est vraiment très fort, puisque ça menacerait fou prend H6. Donc, soit par le clouage, et il n'a plus le temps vraiment de faire. Enfin, si, il peut peut-être tenter roi H8. Je sais pas si on peut tenter F5 ici. Le plus normal, c'est de redéployer le fou sur la diagonale pour attaquer. Il peut essayer de se barricader avec tour G8, mais ça fait penser à quoi quand il y a un roi comme ça? Penser à un mat à l'étouffer, et le cavalier va trouver un chemin pour essayer d'atteindre la case F7. Il va faire E5 et après D5 cavalier E4. Voilà, donc ici il va essayer de bondir en D6 et créer des menaces, et même si les noirs se défendent, bon, déjà faut faire attention parce qu'il y a pas mal de trucs en prise à l'aile dame, et après on pourra enchaîner avec F5. Ça pourrait être vraiment très fort comme attaque. Pardon. Avec F prend E. Et d'ailleurs, l'ordinateur conseille de sacrifier la qualité, par exemple, comme ça, bam, pour éviter que le cavalier fasse trop de dégâts. Et après, pion prend, bon, on est plus ou moins solidifié sur G7 malgré l'ouverture de la diagonale. Ok, alors, pour éviter F5, le module n'a pas fait dans la dentelle, puisqu'il a joué lui-même F5. E prend. E prend. Et dame D3, tout simplement, vient taquiner les pions faibles des noirs. Alors, sachant qu'on a le cavalier C3 en prise, à des moments, faire attention, mais si on prend en D6, eh bien, on va quand même avoir pas mal de menaces avec le cavalier. Par exemple, dans le cas d'échange des dames, on va ramener la tour en D6 et on va attaquer le cavalier et le fou par le clouage du pion G. Donc, on pourrait se permettre
pourquoi pas d'abandonner le cavalier, voire le fou, si on prend des pièces nous aussi de l'autre côté. Puis fou prend F5, ça peut être à l'ordre du jour quand même, parce qu'après tour prend... Alors je vais peut-être enlever quelques flèches, puisque ça commence à faire beaucoup. Mais je veux dire que fou prend F5, c'est peut-être une option. Puisqu'après fou prend, tour prend, dame prend et tour prend C3, on aurait du jeu avec dame E6 échec et fou B2 pourrait venir en fin de variante, faire vraiment des gros dégâts. Bon, ceci est bien sûr assez hypothétique pour l'instant. Les noirs ont défendu avec tour C5. Sur dame D7, bon, on va juste jouer fou B2 et en fait c'est là qu'on va voir finalement toute l'idée du sacrifice de pion du 17e coup des blancs, puisque maintenant une dizaine de coups plus tard, on se retrouve avec une attaque assez monstrueuse et des pièces très très bien coordonnées. Toutes les pièces blanches pourraient rentrer dans l'attaque. Les pièces noires sont assez mal organisées, notamment ce fou H6 qui est purement défensif, même s'il espère peut-être un jour prendre en F4, mais pour l'instant il doit défendre. Et c'est pas si facile de faire rentrer en jeu le cavalier B6 là. A noter que le fou B7 vise une belle diagonale, mais assez inutile, tandis que le fou B2 lui vise une diagonale très intéressante pour atteindre le roi adverse. Ça peut faire la différence. Il y a eu tour C5 dans la partie, et après fou B2, c'est déjà très très difficile pour Stockfish pour tenir cette position. Les pièces blanches sont trop actives. Alors, il n'a pas trouvé mieux que cavalier D5 qui va lui poser d'autres problèmes. Alors on peut montrer une variante, hein, je ne vais pas montrer trop de variantes pour le reste de la partie, mais là on va montrer ce qui serait passé en 4 fou prend F4. Évidemment ça fait peur d'abandonner la défense du pion G7, et justement il va y avoir tour prend G7 qui profite directement de l'absence du fou, et après roi prend, cavalier D5 échec réveille le fou en flanquetto, après fou E5 plus ou moins forcé, on va basculer la tour en G1. Donc sachant qu'il y a dame prend F5 qui peut arriver, le roi doit retourner se cacher dans le coin, et après fou prend E5 échec, puis on prend E5 dame G3, on menace mat en G7, on menace aussi dame prend E5, et du coup après tour F7, dame prend E5 échec, il faut mettre la tour en F6, et on peut faire dame prend, cavalier prend, menace tour G8 mat, et après un coup comme tour C8 pour se défendre, fou prend F5, on gagne un pion, peut-être qu'on va gagner le pion H7 aussi, et on a un très net avantage. Et vous avez vu que même dans une variante comme ça, c'est pas encore fini la partie. Il y a beaucoup de ressources en général aux échecs, et avec les modules c'est encore plus marqué. Ils perdent pas, enfin j'ai pas regardé la moyenne de coups, mais il y a eu beaucoup de longues parties, parce qu'ils sont très très coriaces, et donc il n'y a pas beaucoup de déroute. Cavalier D5 joué. Cavalier prend D5, tour prend D5. Ok, sur fou prend D5 c'était pas mieux, puisqu'après dame D4 avec des menaces terribles de tour prend G7, sur un coup comme dame C7 pour protéger, on fait juste B4 et la tour ne peut pas rester à la défense du fou, donc les blancs vont tout simplement gagner une pièce. Alors à noter qu'il y a plein de petites astuces, par exemple on ne pourrait pas commencer par B4 qui aurait pu être tentant parce qu'il va intercaler fou E4, et si on fait un échec il peut intercaler sa tour. Et si on fait fou F1, il va avoir fou prend C2, échec, ça va être la mauvaise surprise. Donc voilà. Fou E4, dame D4, menace en G7, et il fait tour C7. Il enlève sa tour, il a protégé son fou, il a protégé sa tour, il a protégé G7. C'est un miracle, hein. Voilà. Enfin, on a mal calculé plutôt. Ok, cavalier prend D5, tour prend D5, fou D4. Coince la tour. Auto-clouage pour coincer la tour, et la menace fou G2 est terrible, et les noirs vont être obligés de sacrifier une qualité. Alors rappelons que les blancs jouent avec un pion de moins, donc il y a eu tour prend D4 directement, dame prend, fou F3, il va essayer de se venger sur un pion, il y a eu tour D2, dame F6, ok, il veut échanger les dames avant de prendre H5, on peut le comprendre, fou G2, dame prend, tour prend, et il a pris H5, voilà. Alors si on prend D6, maintenant on perd F4. Peut-être on prend A6. C'est peut-être jouable. Mais il a joué tour F1 tranquille pour essayer d'assurer le coup. Il y a eu tour D8 protège, mais c'est pas très agréable. Voilà, alors faisons le point un peu sur la position, avant de voir tout simplement la fin de la partie. Donc les blancs ont la qualité de plus, mais les noirs ont deux pions en échange.
donc ce qui est en général suffisant pour équilibrer au niveau du matériel, mais il y a un problème positionnel pour les noirs. Donc déjà, leur tour vient de se placer de manière passive à la défense du pion, et leurs deux fous sont pas très bien placés sur le bord, hein. C'est souvent le pire emplacement pour une pièce, et même pour les fous qui visent loin, voilà, ils visent pas grand chose. Alors bien sûr ils ont une chance de se replacer. Puis il y a des pions faibles un peu partout côté noir, il y a ce pion D6 bien sûr qui est isolé, et puis il y a même le pion A6 et le pion B5 peuvent être pris pour cible à un moment donné, et donc tout ça fait que les blancs ont un net avantage. On va juste regarder la fin. Il y a eu fou B7 justement pour aller attaquer les pions, A5 fou C6, et on se rend compte que les noirs peuvent pas tout défendre. Il y a eu G6, alors sur un coup comme fou E2, j'ai pas regardé exactement ce qui pourrait se passer. J'imagine qu'après tour E1, on va avoir un problème à rester à la défense du pion B5. Je sais pas s'il peut tenter des coups comme tour C8, il y aura déjà fou D5 échec. Donc la réponse est non. Fou C6, G6, tour D5, bien sûr, il aurait pu prendre tout de suite en B5, il l'a pris au coup suivant. Et après fou C3, qui essaye de s'accrocher à son dernier pion, à l'aile dame là. Il y a eu tour D3, fou F6, tour E1. Il prend la colonne, tranquillement, A4. Les noirs ont créé des pions passés. Mais ça va pas suffire pour équilibrer le jeu. Tour D5, fou G4, fou D3. Ok, maintenant il attaque tous les pions et il va gagner tranquille. Ici, il a encore assuré le coup avec tour F1 pour retenir un peu l'avancée du pion, même si pour l'instant il peut pas parce qu'elle fou en prise. Sur tour prend c'était possible, sachant que fou D2 fourchette ne marche pas parce qu'il y a tour à échec intermédiaire. Mais bon, peut-être qu'il voulait pas défendre cette position, on considérait qu'il y avait peut-être un peu de contre-jeu. Tour F1, fou E3, tour prend A5 du coup. Là il est plus obligé d'aller en A7, bon d'ailleurs il pourrait pas, mais il revient en D5 pour réattaquer et le pion et continuer la pression sur F5. Il roi G5, tour prend, et là c'est complètement gagnant. Maintenant il a un pion et la qualité, donc faut juste faire attention au pion passé des noirs. On va voir la fin rapidement. Voilà, le plus grand danger évidemment c'est qu'un pion noir se rapproche trop près de la promotion, mais les blancs maintenant ont 3 pions passés eux aussi et ils les mettent en route. Voilà, donc il y a ce pion qui est arrivé en F2, mais c'est difficile de franchir la dernière case. Donc là A5 sacrifie un des 3 pions passés pour prendre le pion le plus dangereux des noirs. Du coup maintenant il n'y a plus d'histoire et les noirs ont préféré abandonner après ce coup. Voilà, donc partie typique d'ordinateur, mais avec une belle domination positionnelle des blancs quand même. On pourra retenir ce sacrifice fou C1. Prends mon pion G si tu veux, je vais avoir du jeu sur la colonne. Et le fou qui vient défendre et se redéployer ensuite par la case B2. C'était une conception assez forte. Voilà, donc score final. Alors je vous remontrerai peut-être des parties de modules de ce match, parce que sur les 100 parties il y a eu beaucoup de choses intéressantes. Donc là c'était une Najdorf, mais ils ont joué aussi des ouvertures complètement différentes. Ils ont joué des ouvertures d'ailleurs assez anciennes pour certaines. Ils ont joué une italienne Fegatello par exemple. Ils ont joué une viennoise attaque Dracula Frankenstein, c'était assez fou. Et donc à chaque fois ils ont joué au moins 2 aller-retour blanc-noir. Donc on a au moins 2 parties à se mettre sous la dent pour chaque ouverture. Il y a une très grande variété d'ouvertures, il y a eu des Est indiennes. Donc c'est vrai que en comparaison du championnat du monde Carlsen Karjakin, on avait beaucoup plus de plaisir à regarder les ouvertures de ce match-là. Évidemment, c'est les modules, c'est différent, il n'y a pas la dimension psychologique. Mais il y a des bonnes choses à prendre des deux côtés. C'est intéressant. Je ne crois pas qu'on doit faire une croix sur un ou l'autre des championnats du monde. Je crois que c'est très intéressant de regarder les deux. Et donc le score final, eh bien Stockfish l'a emporté 17-8. Puis Houdini a réduit un peu le score sur cette dernière ronde en gagnant. Donc ils ont fait 75 parties nulles. Sauf erreur de ma part, c'était le cas après 88 rondes, il n'y a eu que des victoires blanches. En fait, les 25 victoires qui ont eu lieu dans ce match l'ont été avec les pièces blanches.
Donc pour ceux qui avaient des doutes sur l'avantage du trait, hein, c'est clair que alors, au niveau des modules c'est encore plus marqué. Hein. On sait que Karakin a gagné avec les noirs, une partie, je suis pas du monde, car c'est une avec les blancs. Voilà, donc la couleur, c'est sûr qu'au niveau des modules, ça ne plaisante pas si on se base sur ce match en 100 parties. Et bien voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne si vous voulez être informé des prochaines vidéos. À la prochaine justement, ciao!